Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir la constante de Cheeger d'un graphe. En fait, on prend un graphe comme ceci, voilà, avec ses sommets, ses arêtes, voilà, c'est un exemple, et on peut imaginer que c'est un réseau téléphonique. Et donc, les sommets du graphe ici sont les antennes du réseau. Et on veut mesurer son degré de robustesse, en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce que ce graphe restera connecté, si j'enlève un certain nombre de sommets? Ben là, on voit que ce graphe, il a beau avoir un renforcement ici des arêtes ici, bon, si on enlève le sommet 1, il est plus du tout connecté, 2 et 3 sont plus connectés. Voilà. Et pour mesurer donc il n'est pas très très robuste, mais il nous faut une constante qu'on va appeler la constante de Cheeger et qui va mesurer de façon naturelle son degré de robustesse. Donc dans les années 70, Cheeger a l'idée d'introduire une constante associée directement au graphe pour mesurer sa robustesse. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la définition de cette constante et comment elle est liée à la matrice d'adjacence du graphe. La matrice d'adjacence, vous voyez ici, on regarde, par exemple, entre 1 et 3, il y a 2 arêtes, donc je mets un 2 là. Entre 1 et 2, il y a 2 arêtes. Donc on va avoir une matrice, entre 2 et 3, il n'y a pas d'arête. Donc on va avoir ici une matrice symétrique, réelle. Donc ça va être lié, on sait qu'il y a un théorème spectral qui nous dit qu'il y a des valeurs propres avec des vecteurs propres orthogonaux. Et c'est ça qu'on va utiliser à fond. Et ce que je trouve passionnant dans cette histoire, c'est que cette constante de Cheeger qu'on va introduire, va être liée à la seconde valeur propre, en tout cas la différence entre la première et la seconde, dans le sens de l'ordre décroissant, valeur propre de cette matrice d'adjacence du graphe. Voilà. Donc au menu théorie des graphes, en fait, comme il y a eu un moment dans l'épreuve 1 de la grecque interne 2011 et 2019, et évidemment, théorème spectral, on commence tout de suite. Alors, allons-y. Comme je disais, quelques définitions. Quand on prend G un graphe, alors c'est un graphe non orienté, donc un ensemble de sommets, et puis d'arêtes. Voilà. Alors, on associe sa matrice d'adjacence, qui est la matrice AIJ, où AIJ, c'est le nombre d'arêtes entre I et J. On a bien sûr numéroté les sommets de 1 à n. Voilà. Et donc ça nous fait une matrice symétrique, puisque le graphe est non orienté. Voilà. Maintenant, on va appeler V l'ensemble des arêtes, vertex, en anglais. Et donc, si on prend S et S', sommet en français du coup, dans V, on prend deux ensembles, on va appeler E comme edge de S, S', c'est l'ensemble des arêtes qui partent d'un sommet de S et qui arrivent vers un sommet de S'. Bon, en tout cas qui relie, parce que c'est pas orienté, donc qui relie un sommet de S et un sommet de S'. On regarde ces arêtes avec leur multiplicité évidemment. Et on va appeler delta de S le cardinal de l'ensemble E de S, S bar, c'est-à-dire l'ensemble des arêtes, le cardinal, donc le nombre d'arêtes finalement, qui partent de S et qui arrivent dans le complémentaire de S. Donc, finalement, le nombre d'arêtes qui sortent de S. Voilà. Alors, Cheeger a l'idée d'introduire cette constante, qui est très simple, H de G, c'est le min des delta de S sur le cardinal de S. On prend S évidemment non vide, sinon ça ne voudrait rien dire, et ici on va se ramener à S de cardinal inférieur ou égal à n sur 2. Où n, c'est le nombre, comme je disais, le nombre de sommets. Donc ce qu'on va voir, c'est que delta de S est lié à la connectivité du graphe. Dans cette proposition, G est connexe si et seulement si H de G est strictement positif. Voilà, donc H de G voit la connexité du graphe. Mais, bien sûr, on divise par le cardinal de S pour des raisons de pure proportion,
évidemment, si on met plein de sommets, on peut avoir un delta de S grand, mais ça ne va pas nous dire quoi que ce soit sur sa robustesse relativement au nombre de sommets, évidemment. Bien, d'où cette division. Alors, donc ce qu'on va commencer à voir, c'est que déjà H de G fait sens. Alors allons-y, on va montrer que si H de G est strictement positif, alors G est connexe. Par la contraposée, on suppose G non connexe. Donc j'ai fait un petit dessin d'un graphe non connexe, d'accord? Et on va pouvoir prendre S ici, une composante connexe du graphe, c'est-à-dire que de S, il ne sort rien. Maintenant, je dis que, puisqu'il y a plusieurs composantes connexes, donc en prenant une composante connexe, on va avoir E de S, S bar égale le vide. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune arête qui va partir de là et qui va aller là. Bon, pour un S. Maintenant, est-ce qu'on peut choisir S inférieur ou égal à n sur 2? C'est là aussi où on voit que ça fait bon sens. Ben oui, parce que si S est de cardinal strictement supérieur à n sur 2, alors on échange entre S et S bar. Et S bar sera de cardinal inférieur ou égal à n sur 2, et ce sera bon. Donc maintenant, puisque cet ensemble est vide, son cardinal c'est 0, delta de S est égal à 0, et donc le min est nul. Voilà. Entre parenthèses, ce min vient du fait qu'on part de graphes finis. On est sur des graphes finis, et donc c'est bien des mines. Voilà, c'est pas des infs. Alors maintenant, on va regarder l'application comme ça, encore par la contraposée. Oui, si H de G égale 0, puisque c'est un min, alors il est atteint, et on a un S qui va réaliser ce 0, donc on va avoir un S tel que delta de S égale 0. Voilà. Ça veut dire qu'aucun sommet, delta de S sur cardinal de S, mais ça veut dire que delta de S égale 0, donc aucun sommet ne sort de S, et donc comme S est de cardinal inférieur à n sur 2, on ne va pas avoir, bien sûr, il ne faut pas supposer que n égale 1, mais si n égale 1, bon. Donc on va dire que n est supérieur à 2. Ouais, ça marche. Donc ça veut dire que le graphe n'est pas connexe. Ça, c'était vraiment des préliminaires. Maintenant, on va regarder le rôle de la première valeur propre de A dans cette histoire. Alors, allons-y. On va supposer déjà qu'il n'y a pas de boucle. Ce qui veut dire finalement que sa matrice d'adjacence, il va y avoir que des zéros sur la diagonale. Alors, pour V dans grand V, ce que je vais appeler le degré de V, le degré d'un sommet, eh bien, ça va être le cardinal de l'ensemble des arêtes de V vers l'extérieur de V. Donc finalement, c'est le nombre d'arêtes sur V, parce qu'il n'y a pas de boucle. Toutes les flèches vont forcément vers l'extérieur, sinon ce serait une boucle. Donc, je regarde le nombre d'arêtes qui partent de V ou qui arrivent de V, puisque c'est symétrique. Et je vais appeler delta de G le max D de V. Voilà. C'est le degré maximal de G. Voilà. Bon. Alors maintenant, je vais appeler ρ de A le rayon spectral de A. Donc, vous le savez, A est une matrice symétrique réelle, elle a des valeurs propres, elles sont ordonnées, et je vais prendre la plus grande valeur propre en valeur absolue. Eh bien, et ça c'est ρ de A. Eh bien, j'affirme que delta G est supérieur ou égal à ρ de A. Voilà. Alors, je le démontre, voilà la preuve. Je vais prendre lambda tel que la valeur absolue de lambda est égale à ρ de A. Comme il y a un nombre fini, évidemment, de valeurs propres, je peux le choisir. Donc, c'est lambda qui va réaliser ce rayon spectral. Donc, comme lambda est une valeur propre, il possède un vecteur propre, qui est forcément non nul, et qui vérifie AX égale lambda X. Donc, maintenant, je vais prendre I tel que la valeur absolue de xi, alors x c'est un vecteur de Rn, je vais prendre i tel que la valeur absolue de xi réalise le max des valeurs absolues de xj, de toutes les coordonnées, et donc là, j'écris c'est tout droit, si je regarde la valeur absolue de lambda fois xi, c'est la valeur absolue de lambda xi, mais lambda xi, c'est ax, mais la coordonnée i.
Donc ici, j'ai la somme des AIJ XJ, c'est juste la définition de la multiplication de la matrice par un vecteur colonne. Donc I est fixé et J va de 1 à N, mais les XJ en valeur absolue sont tous inférieurs à XI par construction, et les AIJ sont positifs. Donc ici, je peux sortir XI en valeur absolue et avoir ceci. Maintenant ça, qu'est-ce que c'est pour I fixé? Bah, je regarde le sommet associé à I, et que j'appelle VI, cette somme des AIJ, par définition, c'est D de VI. Donc là, le degré de VI, par définition de delta de G, c'est inférieur à delta de G, donc on a cette inégalité. XI est évidemment non nul, puisque comme c'est le max en valeur absolue, ça voudrait dire que X est nul, ce qui n'est pas. Donc maintenant, je peux simplifier par cet élément qui est non nul et positif dans l'inégalité, et je tombe bien sur ce que je voulais. Alors maintenant, comme corollaire, je vais regarder, et maintenant ce sera notre hypothèse, le cas où G est un graphe K régulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout sommet V, le degré du sommet c'est K, par à chaque fois K éléments de V. Donc là j'affirme, comme corollaire ici du théorème, que K c'est la plus grande valeur propre. Non seulement K est valeur propre, c'est la plus grande, mais c'est aussi la plus grande en valeur absolue. Voilà. De la matrice d'adjacence A du graphe. Et je peux même dire que le vecteur propre, un vecteur propre en tout cas associé à K, c'est le vecteur avec que des 1. Bon. Alors, c'est tout simple. Hein. Vous avez A fois 1, 1, 1, 1. On va avoir le vecteur qui correspond à tous les... pour tout I, hein, ces éléments-là. Donc on va avoir le degré. Donc on va avoir K partout, puisque le graphe est K régulier. Voilà. Donc on voit bien que ce vecteur canonique, il est vecteur propre de A pour la valeur propre K. Maintenant, K est par définition le degré du graphe, le degré maximal du graphe, puisque c'est régulier, ça vaut K à chaque fois, donc le max c'est K. Et d'après cette inégalité-là, on ne peut pas avoir de valeur propre strictement supérieure à K. Donc ici, delta G va être réalisé par K, qui est valeur propre, donc il ne peut pas y en avoir de plus grande, non seulement de plus grande, mais de plus grande même en valeur absolue. Donc, on vient de voir quelque chose sur la plus grande valeur propre. Maintenant, et c'est là que ça va devenir passionnant, c'est qu'on va donner un sens à la seconde valeur propre, hein, par ordre d'arrivée, hein, dans la suite des valeurs propres, donc le fameux, qu'on appelle d'habitude lambda 2, on va lui donner un sens en termes de robustesse de graphe et de constante de Cheeger. On peut déjà commencer par voir que la différence entre les deux a quand même quelque chose à voir avec la robustesse du graphe. Regardez. Si jamais le graphe est non connexe, on va supposer qu'il est... on suppose maintenant qu'il est K régulier. Mais s'il est non connexe, on suppose qu'on a une composante connexe, ici, qui correspond au premier, au M premier sommet. Bon, alors ça veut dire que, de toute façon, tous les degrés, ça veut dire que A va être sous cette forme. Hein. Il va y avoir une composante connexe là, une autre composante connexe là, et puis là, 0, 0, parce qu'elles ont aucun lien. Donc, le degré va déjà être, le degré K va déjà être réalisé dans cette matrice diagonale par bloc. Ce qui veut dire qu'on a déjà deux vecteurs propres, parce que là, on va avoir K, K et des 0, et puis pareil de l'autre côté. Donc pareil pour 0, 0, 0, ici, c'est ici, et à partir de là, je mets que des 1. D'accord? Donc, je vais avoir deux vecteurs propres, donc il va y avoir, comme c'est diagonalisable, une multiplicité des valeurs propres, ici, K supérieur à K. Donc lambda 1 égale K, et lambda 2, c'est K. Donc on voit bien que dès que le graphe n'est pas connexe, eh bien la deuxième valeur propre va venir se coller à la première. Donc la différence entre les deux premières valeurs propres voit la robustesse du graphe.
C'est pas beautiful. Ben là, tu dis, wow, minute, Uncle Tom, là. C'est impossible, là, ce que tu dis avec ta bouche. Alors voilà, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Voilà le théorème. Soit j'ai un graphe K régulier, on a K, on a dit que c'était la plus grande valeur propre lambda 1, et ensuite il y a lambda 2, puis les autres valeurs propres. Voilà, donc on a ensuite ordonné les valeurs propres de notre matrice d'adjacence. Eh bien, h de g est supérieur ou égal à lambda 1 moins lambda 2 sur 2. Voilà, pas mal. Donc on va démontrer ça. D'abord, on va commencer par un petit rappel. Là, c'est les prémices des quotients de Rayleigh. Hein. Donc on prend lambda 1, eh bien c'est le max. Ça fonctionne tout le temps hein, dans ce genre de... Il y a toujours des quotients de Rayleigh dans ces histoires. Hein. Lambda 1, c'est le max de x transposé à x divisé par x transposé x quand x est différent de 0. Bon, je l'ai fait dans une vidéo et même certainement plusieurs, mais bon, ça fait pas de mal de revoir la preuve. Vous avez x que vous décomposez en somme de xi, ei, où les ei c'est une base orthonormée de vecteurs propres pour la matrice A d'adjacence, qui est symétrique, hein, donc on a bien terme spectral, tata. Et donc, vous écrivez x transposé AX, ça fait x transposé facteur de, la AX. X, comme c'est la somme des xiei et que AEI, c'est lambda i ei, par définition. Donc ici, on va avoir la somme des xi lambda i ei. Maintenant, on multiplie par, on fait le produit scalaire avec la somme des xi ei, hein, finalement. Donc ça va nous faire la somme, comme ei c'est une base orthonormée, ei ej ça fait 0, ei ça fait 1, donc il va y avoir somme de lambda i xi carré. Et maintenant, je peux sortir, comme les xi carrés sont positifs, je peux sortir lambda i comme ça, avec l'inégalité, et devenir lambda 1, parce que lambda 1 c'est le max ici. Et là, j'ai somme de xi carré, qui est rien d'autre que x transposé x. Voilà. Donc ça nous fait bien qu'on a une inégalité. Ah oui, et puis évidemment, pour x égale E1, eh bien ici, on va avoir lambda 1, et ici, on va avoir 1. Donc le max est atteint en E1, donc on a bien égalité avec lambda 1. Donc maintenant, regardez, on a quelque chose de plus. Non seulement lambda égale à k, mais on a un vecteur propre. Donc c'est ce vecteur propre-là. Donc je vais poser E1 à E1, ce vecteur propre, une fois qu'il est normalisé, bien sûr. Donc lui, il est vecteur propre, il faudrait que je le divise par racine de n hein, pour qu'il soit normalisé. Donc lui, je vais l'appeler E1. Il est vecteur propre pour lambda 1. Donc maintenant, je sais que l'orthogonale de ce vecteur propre, ici, c'est exactement comme c'est une base orthonormée, c'est le sous-espace engendré par E2 jusqu'à En. Et sur ce sous-espace, eh bien, la matrice qui est stable, ses valeurs propres, c'est plus que lambda 2 jusqu'à lambda n, puisque elle arrive avec sa base de vecteur propre. Hein, donc, maintenant, je vais réappliquer ce qu'on avait ici, et je vais dire la chose suivante, lambda 2, c'est le max de x transposé à x sur x transposé x, mais cette fois-ci, pour x différent de 0, mais sur cet espace-là, c'est-à-dire pour x orthogonal à E1. Alors, fort de ça, c'est facile de démontrer qu'on a ça, parce que, c'est facile. Bon, l'idée, c'est qu'on veut démontrer que lambda 2 est supérieur ou égal à lambda 1 moins 2hg, hein, c'est facile de voir que ça c'est équivalent à ça, et puisque lambda 2 c'est ce max, il suffit de trouver un x qui est orthogonal à E1, d'accord, et qui est non nul, bien sûr, et tel que ceci est égal à cela. Comme ça, on sera sûr que lambda 2 sera supérieur à lui. Voilà. Eh bien, ce x, je vais vous le donner. On va poser S, la partie des sommets de cardinal inférieur ou égal à n sur 2, qui réalise la constante de Cheeger. Donc ça veut dire que h de g, c'est delta de S sur le cardinal de S. Donc voilà, hein, delta de S, je vous rappelle, c'est le nombre d'arêtes qui sortent hein, de S.
Petit s, je vais poser petit s égale cardinal de s, et delta de s, pour simplifier, je vais l'appeler delta s n-s. Alors je vais supposer que le graphe est ordonné de 1 à n, de sorte à ce que les s premiers, ici, soient exactement les éléments de grand S, et donc les autres sont les éléments de S bar. Alors ici, je vais prendre pour x, je vais mettre n-s à chaque sommet qui correspond à S, et moins S à chaque sommet qui correspond à S bar. Donc ça assure bien, donc que x est non nul, ça c'est évident, mais que quand je vais faire le produit scalaire x transposé E1, je vais avoir n-s s fois et moins s, n-s fois. Et donc ça fait bien ça, 0. Voilà, donc on a ça. Maintenant, il suffit de montrer que ce type-là, pour ce x-là, eh ben, c'est exactement ça. Bon, c'est du calcul, on va le faire tranquille. Alors allons-y, il faut calculer le quotient de ça par ça, sachant que x c'est ça. Voilà. Alors commençons par le plus simple, le dénominateur. On regarde finalement la norme au carré de x, somme de xi au carré. Vous avez n moins s au carré fois petit s, plus moins s le tout carré, donc s au carré, fois n moins s. Et donc, on met en facteur n moins s, facteur de s, et puis on va tomber sur ns, n moins s. Maintenant, il faut calculer ceci. Donc la première des choses à remarquer, vous allez vous en convaincre, prenez le graphe de tout à l'heure, avec cette matrice d'adjacence. Quand on va faire la somme, donc il n'y a pas de boucle, hein, ici, il y a des zéros. Là, ça va devenir important. Hein. Donc il n'y a que des zéros sur la diagonale. Donc ici, quand vous allez faire la somme des AIJ, eh bien, comme il n'y a que des zéros ici, ça va être 2 fois le nombre d'arêtes ici. Parce que toutes les arêtes ont été comptées exactement 2 fois. S'il y avait eu des éléments non nuls sur la diagonale, donc s'il y avait eu des boucles, là il aurait fallu trier. Hein. Mais là, on est bien, hein, on a ça. Donc 2 fois cardinal de E de G, donc le nombre d'arêtes, eh bien c'est la somme des AIJ. Et de la même manière, si je regarde juste les arêtes de S vers S, donc ce que j'appelle E de S et E de G, hein, c'est les arêtes internes, hein. E de S, S, et je regarde le cardinal, ça va être la somme des AIJ, mais où les IJ correspondent à des éléments de S, d'accord? Donc c'est les premiers, les S premiers éléments. Voilà. Alors maintenant, donc, quand on va faire ça, on va évidemment avoir la somme des AIJ, XI, XJ, donc la forme quadratique, hein, d'accord, ici. Et maintenant, on va séparer en 3 possibilités. Soit IJ est dans S, soit IJ est dans S bar, soit IJ est dans S, 1 est dans S et 1 dans S bar, qu'on pourrait séparer en 2, mais comme c'est symétrique, on va regrouper en 2 fois quelque chose. Alors, le premier, où IJ est dans S, vous allez avoir évidemment n-s au carré, parce qu'on multiplie, voilà. Et puis ensuite, vous allez avoir le nombre E de S, le AIJ, mais avec un 2 devant. Voilà, vous allez avoir le nombre d'arêtes, ici, mais 2 fois le nombre d'arêtes, d'après ce qu'on a vu précédemment. Et de la même manière, ici, on va avoir S2 en facteur, et là, les 1, donc à partir du moment où on n'a que des 1, hein, on fait des sommes de AIJ, hein, vous voyez bien, et donc on se retrouve avec 2 fois E de S bar. Donc là, j'ai multiplié lui par lui-même, maintenant, il faut le double produit. Et le double produit, ça va être moins S fois N moins S, donc moins S, N moins S, il y a le 2, puisqu'on fait un double produit, et on va avoir E de S, S bar. Parce qu'il faut bien voir que le cardinal de E de S, S bar, c'est E de S bar S, hein, c'est pour ça que c'est la symétrie, hein, évidemment. Ça veut dire que c'est le nombre de flèches qui vont de
S vers S bar. Et ça, c'est delta. Ce qu'on a appelé delta. Donc, maintenant, bah, ça commence à prendre forme. Il n'y a plus qu'à reconnaître ce que c'est que 2E de S. Bon, j'oublie toujours les cardinaux. Et 2 cardinal de E de S, bah, c'est quoi? On va regarder chaque élément de S et on va regarder toutes ces arêtes vers des éléments de S. Mais on sait que toutes ces arêtes bah, vont aller soit vers des éléments de S, soit vers des éléments de S bar. En tout, on sait qu'il va y avoir K arêtes qui vont sortir de notre sommet de S. Donc en tout, il va y avoir KS. Mais maintenant, je vais enlever les deltas qui correspondent à ceux qui sortaient de S, qui allaient vers S bar, ayant exactement delta. Alors là, il n'y a pas de 2, hein, parce que on ne compte pas deux fois les mêmes choses, puisque c'est pas symétrique, on est sorti de S. Et pareil pour S bar, ben, on va avoir 2 cardinal de E S bar égale K fois, mais cette fois-ci N moins S, moins delta. Là, on retrouve finalement les deux par symétrie. Donc voilà, bon, bah maintenant, avec tout ça, bah on a un calcul, un gros calcul, N moins S carré ici, facteur de ce truc-là, donc c'est KS moins delta, plus S carré ici, facteur de KN moins S moins delta, moins 2 S N moins S delta, divisé par ce truc-là, c'est-à-dire NS, N moins S. Voilà. Développer tout ça, regrouper, factoriser, voilà. Et vous allez tomber sur K moins N delta sur S, N moins S. Et comme S, maintenant, c'est le moment de rappeler que S est inférieur à N sur 2, bah, ici, je vais pouvoir, il y a un moins, il y a un divise et tout, donc ça va être d'accord, il va y avoir il y a deux moins et un divise, donc finalement ça redevient supérieur à K moins N delta sur S N sur 2. Ici j'ai remplacé N moins S par finalement N sur 2. Et donc ici ben, j'ai 2 qui va remonter à la surface, les N qui vont simplifier, et delta sur S, ben, c'est exactement delta de S sur cardinal de S, et évidemment c'est ce qu'on avait appelé H de G par construction de S et de la constante de Cheeger. Voilà, donc on est bien tombé sur ce qu'on voulait. Et maintenant, on a démontré le théorème. Il est temps d'épiloguer un petit peu. Alors, juste pour aller plus loin, je vous conseille de regarder Graphe expanseur. C'est le titre d'un TER très très bien écrit, très complet, je trouve. Forcément c'est complet puisque tout ce que je sais ça vient de là. Donc qui a été écrit par Zaherdin et Rajao Narivello et qui est dirigé par Mathieu Fradelisi. Voilà. Alors vous y apprendrez quoi? Comment on montre que on peut aussi majorer h de g par racine de 2 lambda 1 facteur de lambda 1 moins lambda 2. Donc vous avez cet encadrement. Celui-ci est un petit peu plus difficile, mais bon, ça va, ça reste très raisonnable. Vous allez voir qu'il y a des bons graphes et des mauvais graphes. Alors, on en avait parlé dernièrement à Toulouse parce qu'on est allé à la chasse à Galinée. Par exemple, le graphe cyclique, on s'en doute, tac, 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 bah, il n'est pas bon, parce que dès qu'on enlève un élément, ça y est, notre connexion, elle est fichue. Il y a le fameux graphe de Petersen, qui est très bon. Il est possible d'en calculer les valeurs, c'est fait hein, dans l'article, c'est possible de calculer cet encadrement. Et puis dans cette théorie, il y a des noms prestigieux comme Margulis, Gaber, et il y a des études où il y a des études en fait pour dire que les graphes de Cayley de groupes finis, de certains groupes finis, sont des bons prétendants à avoir des constantes assez bonnes, des constantes de Cheeger assez bonnes. Et en particulier, on a une série de graphes de Cayley, de SL2, du groupe SL2 de Z sur PZ, ou P premier, et qui vont donner des réseaux assez bons. Donc, je vous rappelle que graphe de Cayley, ça va demander
au groupe de fixer un système de générateur, et puis du coup, le graphe, les sommets, c'est les éléments du groupe, et les arêtes, c'est comment un générateur peut passer de façon élémentaire d'un élément du groupe à un autre. Voilà, une belle histoire. Je voudrais remercier Julien Mellel d'en avoir parlé.